Bonsoir, bienvenue à tous. On est très heureux de vous retrouver pour la nouvelle édition de notre conférence annuelle ESG, dans un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur nos autres conférences. On s'est dit, c'est le mois de décembre, c'est bientôt les fêtes. On va faire un format un peu plus convivial où on se retrouvera tous ensemble à l'issue des tables rondes autour d'un cocktail. Et donc, il y aura deux débats qui vont se succéder ce soir. Le premier autour des nouvelles approches et des nouvelles thèses d'investissement axé sur l'ESG, mais plus particulièrement, on va faire un focus sur le climat. Et puis le second panel débattra du partage de la valeur. On mettra un coup de projecteur sur les dispositifs réglementaires et les pratiques de la profession, et aussi sur l'engagement croissant des membres et sur les verrous qu'on peut faire sauter pour aller encore un peu plus loin dans cet engagement. Mais sans plus attendre, on va faire ce grand tour d'horizon de ces stratégies climat et des enjeux pour la communauté des fonds d'investissement et des corporates. On va donc décrypter ces nouvelles approches ESG climat, ces nouvelles offres. On va s'intéresser à l'appétit des LPs à l'égard de cette classe d'actifs et puis s'interroger sur la manière dont elle pourrait encore augmenter sa pénétration dans le segment du private equity. 3 excellents speakers pour débattre ce soir. Sandra Lagumina, vous êtes au centre de la scène. Vous êtes senior partner chez Argos With You et vous nous parlerez de votre fonds climat et du premier deal que vous avez closé avec ce fonds ce matin même. À vos côtés, Charlotte Bansillon, bienvenue. Vous êtes directrice ESG M&A chez Deloitte après un parcours de développement durable aux côtés de grands groupes. Et puis, Rémi Berthelotte, vous êtes directeur du pôle fonds de capital développement de BPI France. Vous représentez donc ici autour de cette table la casquette LPs, si je puis dire, et le soutien que vous apportez à ces sociétés de gestion qui se lancent dans ces nouvelles stratégies ESG et climat en particulier. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on commence par, je ne dis pas un petit focus historique, mais une approche en tout cas dynamique de ce sujet climat. On peut avoir le sentiment que le momentum aujourd'hui est assez particulier, dynamique, qu'on est peut-être à la fin d'un cycle, du premier cycle de ces premiers pas dans les ESG, et à l'aune d'un nouveau paradigme. Charlotte, est-ce que si on présente les choses comme ça, on a raison ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Donc, j'ai commencé à travailler sur ces enjeux en 2005. Et clairement, on a passé les 2 premières décennies à vraiment définir ce qu'était la responsabilité de l'entreprise, la durabilité. Et aujourd'hui, on a les objectifs, on les connaît, on a nos boussoles. C'est l'accord de Paris, ce sont les objectifs de développement durable. Et clairement, on voit qu'on est passé d'un système de soft law à un système de hard law. Et les entreprises et les investisseurs doivent maintenant naviguer un triptyque de réglementation qui sont côté investisseurs SFDR et côté entreprise CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, et à la base de tout ça, la taxonomie européenne. Donc, voilà, Sandra et Rémi parleront mieux que moi de SFDR, mais je voulais quand même dire un mot sur la CSRD, parce que clairement, voilà, moi je pense qu'on va voir une révolution dans les 2 prochaines années. Où beaucoup d'entreprises, donc ces 50 000 entreprises en Europe vont devoir faire un reporting de durabilité. Pour beaucoup d'entre elles, c'est la première fois qu'elles vont devoir faire ce reporting, et les normes de reporting sont vraiment très, très exigeantes. Donc, il y aura beaucoup de choses à faire pour elles. Et clairement, elles le voient comme une contrainte aujourd'hui. En plus, c'est du reporting, donc ça ne fait pas rêver tout le monde. Enfin, il faut vraiment changer de paradigme et voir ça comme une opportunité. Et je pense que c'est quand même une opportunité pour ces entreprises. Si on se rend compte que ce n'est pas un exercice check the box, mais vraiment un exercice qui va questionner la raison d'être de l'entreprise, sa contribution à la société. Et à la base de ces normes de reporting, véritablement, on demande quels sont les impacts de l'entreprise sur le monde, donc sur l'environnement et la société, et comment est-ce que ces impacts créent des risques et opportunités pour elle. Donc, c'est clairement quelque chose qui ne peut pas être délégué donc, aux responsables RSE, mais quelque chose de structurant, un processus structurant pour
pour l'entreprise. Peut-être une dernière chose qu'on observe, c'est que c'est vraiment un accélérateur de formalisation des processus ESG. Toutes les entreprises ont déjà des choses en place à valoriser parce que c'est du bon business de toute façon, mais c'est pas forcément formalisé. Par exemple, j'étais sur un deal c'était sur une société de biens de consommation avec des gros enjeux d'économie circulaire. Et quand j'ai demandé où étaient les politiques éco-design, on m'a dit c'est dans ma tête. Bon, c'est très bien, mais pour parler de façon concrète à ces investisseurs, c'est moins bien, et pour parler à ces consommateurs, c'est aussi c'est moins bien. Donc un grand push autour de la formalisation de beaucoup de choses ESG que les entreprises font déjà. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait, on sort vraiment de cette logique pure conformité, déclaratif, tick the box, pour vraiment se poser les vraies questions, aller au fond des sujets et réfléchir vraiment à tous ces enjeux stratégiques. On reviendra dans le détail avec vous dans quelques instants, Charlotte, sur tous les outils et toutes les démarches que vont devoir formaliser les entreprises. Mais on va faire le même exercice avec vous, Rémi, si vous le voulez bien. En quoi le momentum il est aujourd'hui intéressant pour les fonds de private equity, et comment est-ce qu'ils ont historiquement surfé entre guillemets sur cette thématique du climat depuis quelques années? Oui, alors c'est vrai ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment un gap sur ce marché en termes de financement. Il y a un trou dans la raquette, comme on dit, où il y a une nécessité, avec les prises de conscience des différents acteurs, il y a vraiment une volonté d'aller sur cette nouvelle classe d'actifs. Elle est très dynamique. On le voit aussi dans nos chiffres. Auparavant, les stratégies que l'on voyait émerger, c'était surtout sur la tech, climate tech notamment. Et là maintenant, comme je le disais, avec les prises de conscience, on voit aussi une émergence de stratégies dont Sandra parlera tout aussi bien avec ton fonds, mais sur le cap dev, sur le buyout, où on n'investit plus que dans les pure players, mais on investit aussi beaucoup maintenant dans les sociétés qu'il faut décarboner. Donc ça, c'est vraiment un phénomène plus récent avec les fonds à trajectoire bas carbone. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les stratégies se multiplient, les thématiques différenciantes se multiplient. Depuis 2017, BPI a investi un peu plus d'un demi-milliard d'euros dans les fonds sur cette thématique-là. Et avec les nouvelles approches, les nouvelles offres, on a vu sur ce demi-milliard 340 millions d'euros investis sur la période 2021-2023. Donc il y a quand même un push, clairement, par les investisseurs et par les sociétés de gestion d'aller sur cette thématique-là. Donc au-delà du venture et de l'infrastructure aussi, les infrastructures vertes ont été aussi peut-être dans le maillon de la chaîne, un peu en amont aussi du pur CapDev LBO au cours des dernières années. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'aspect infra qui était là et qui continue, malgré tout, d'exister et de perdurer sur cette thématique-là. Mais c'est vrai que le sujet bas carbone est un sujet tout aussi important pour l'économie actuelle. Eh bien, ça tombe bien puisqu'on va en parler avec Sandra. Est-ce qu'on peut présenter votre fonds comme un fonds de décarbonation, on peut dire les deux, des PME? Est-ce qu'on peut le présenter comme ça? C'est complètement ça. Donc, nous, on a un fonds qui s'appelle Argos Climate Action, qui a comme vocation de faire du grey to green, c'est-à-dire de prendre des PME de n'importe quel type de secteur et de diviser leur empreinte carbone par 2, tout en préservant, c'est un fonds de buyout, tout en préservant l'historique de création de valeur d'Argos. Donc on ne compromet absolument pas sur la création de valeur financière. Alors, si je reviens sur la question du gap et du momentum, comme vous l'avez dit tous les deux, on a à la fois un momentum régulatoire, avec beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et puis on a clairement une fin de cycle qui continue, mais qui est en fait la transition se faisait par l'investissement massif dans les green infra et les clean tech. Sur les 800 milliards par an qu'il faut investir, il y en avait environ 600 milliards qui s'investissaient dans ces deux classes d'actifs. Et en fait, en faisant ça, on oubliait d'une certaine manière ceux qui allaient utiliser à la fois ces clean tech et ces infras, c'est-à-dire les entreprises de l'économie réelle, et dans notre cas de figure, les 34 000 PME européennes, puisqu'on est un fonds européen, j'ai oublié de le dire,
Et on est un fonds article 9, mais l'aventure de l'article 9, j'en parlerai un peu plus tard. Alors, moi, juste pour vous essayer de clarifier un peu cet aspect momentum, on a essayé de faire une étude avec BCG. On l'a faite, on a appelé ça le baromètre Argos BCG sur où en sont les PME par rapport à ce sujet de la décarbonation. Je pense que c'est ça le point de départ, c'est déjà de mesurer. Et on leur a posé 3 questions. On leur a dit, est-ce que pour vous, le sujet de décarbonation, c'est un sujet important ? Et à 84%, ils nous ont répondu, oui, c'est un sujet important. Sans qu'il y ait de différence entre les différents pays. Enfin, moi, je pensais que, par exemple, qu'en France, ça allait être plus avancé. Je travaille beaucoup sur l'Italie, comme tu l'as rappelé. Mais non, c'est vraiment européen. C'était 700 chefs d'entreprise qui ont répondu à ça. Deuxième question, est-ce que vous voyez ça comme un risque, comme une opportunité ? 71% ont répondu que c'était une opportunité. Et ça, c'est un chiffre très intéressant. Petit déjeuner ce matin avec un grand banquier de la place. Il m'a dit, en fait, c'est ça le chiffre, moi, qui m'impressionne. Donc il y a bien une volonté d'avancer. Simplement, quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous avez fait ? Seuls 11% ont mis en place un plan de décarbonation. Et c'est ça le gap qu'on essaye avec ce fonds de combler. C'est-à-dire d'aller de la volonté à l'action et mettre en place véritablement des plans de décarbonation qui soient efficaces et qui accompagnent du coup les PME dans cette transition qui est nécessaire aujourd'hui vers une économie bas carbone. Bienvenue à vous trois, à ce panel consacré au partage de la valeur et à l'engagement de l'écosystème. Candice Brunet, vous êtes responsable Sustainability au sein de la société de gestion Ardian. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. À votre droite, Rodolphe Delacroix, vous êtes directeur expert rémunération et actionnariat salarié au sein d'Alixio. Et au bout de la scène, à l'opposé, Alexis Dupont, bonsoir, vous êtes directeur général de France Invest. Alors quand on parle du partage de la valeur, en fait, il y a beaucoup de réalités, beaucoup de mécanismes foisonnants qui se cachent, on va dire, derrière ce concept unique. Est-ce que vous pourriez nous faire, Rodolphe, je vous prie, un petit panorama pour qu'on soit sûr qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde des dispositifs, des mécanismes et de l'esprit de ce dont on parle quand on parle de ce partage de valeur. Très bien, on va essayer. Alors c'est déjà une vieille histoire. Il y a d'abord la participation. La participation a été instaurée en 1967. Et en France, on adore changer les lois. C'est toujours la même formule depuis 1967. C'est assez étonnant, ça n'a pas changé. Ça s'applique aux entreprises de plus de 50 salariés, mais depuis le 29 novembre, c'est pour les entreprises de plus de 11 salariés. La loi sur le partage de la valeur a ramené de 50 à 11 les sociétés qui sont éligibles à la participation. La participation, c'est le partage du bénéfice. Quand il y a du bénéfice, il y a une formule légale qui s'impose. Ça, c'est la première chose, c'est la philosophie de la participation entre le travail et le capital. On a également l'intéressement. L'intéressement, à la différence de la participation, c'est facultatif. Les entreprises décident de le mettre en place et elles ont le choix des indicateurs de performance. Ça peut être des indicateurs de gestion, ça peut être des indicateurs financiers, ça peut être des indicateurs de vente et ça peut être des indicateurs de RSE. Alors ça, c'est les deux principaux dispositifs d'épargne salariale, mais il y a une donnée qui résume bien la situation. En France, on a 53% des salariés qui bénéficient de ces dispositifs. Mais il y en a 88% dans les entreprises de plus de 1000 salariés et il n'y en a que 20% dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc on voit très bien la difficulté qui est posée. Dans les grandes entreprises, on a 2 000 € en moyenne de participation et 2 000 € en moyenne d'intéressement, c'est quand même assez notable. Vous pouvez les toucher en cash, vous pouvez les investir dans le plan d'épargne entreprise, bloquer 5 ans, franchise d'impôt, c'est quand même très intéressant. Mais dans les PME, les TPI, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça qu'on a eu cette loi qui a été votée il y a 10 jours, qui transpose dans la loi l'accord national interprofessionnel qui a été signé au mois de février entre les partenaires sociaux et le patronat, et qui étend la participation et l'intéressement aux entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'elles ont fait un bénéfice représentant 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 exercices, et ça s'appliquera au 1er janvier 2025. Donc ça, c'est le premier ensemble. Après, on a quelque chose de récent qui s'appelle la prime de partage de la valeur, qui a été créée dans la loi de 2022. Et en fait, elle n'a pas grand-chose à voir avec le partage de la valeur. C'était une prime pour aider les entreprises à faire passer les mesures contre l'inflation. L'inflation a
pris une ampleur importante à 6%. Donc avec cette prime qui est complètement défiscalisée et désocialisée, les entreprises ont pu finalement mieux négocier avec les partenaires sociaux dans les NAO des augmentations de salaire, mais avec une franchise, un cadre social et fiscal très intéressant. Et puis après, vous avez la troisième famille de l'actionnariat salarié. Donc l'objectif, c'est de faire rentrer les salariés au capital d'une entreprise. Et il y a plein de formules différentes. Dans les grandes entreprises, 80% des salariés sont actionnaires salariés, donc détiennent des actions, directement ou indirectement avec des parts de FCPE. Et puis dans les petites entreprises, on est entre 5 et 9%. Donc là encore, énorme hiatus entre les grands groupes et les TPE. Et il y a plein de possibilités. Soit les salariés sont invités à souscrire des actions, c'est ce qui se passe dans les grandes entreprises, ils peuvent même y investir leur intéressement et leur participation. Donc finalement, ils ne déboursent pas d'argent pour devenir actionnaires. Mais dans les très petites entreprises où il y a des management packages, on incite certains dirigeants ou certains cadres supérieurs à investir, acheter des actions. C'est une autre logique. On n'est pas dans le plan d'épargne entreprise, qui est un véhicule fiscal assez remarquable. Et puis on peut, troisièmement, faire des attributions d'actions de performance ou de stock options à certains dirigeants. Pour les très très petites entreprises, on a des bons de souscription ou des bons de souscription pour les créateurs d'entreprises dans les startups. Il y a plein de formules juridiques. En résumé, la boîte à outils est très fournie, elle est devenue très complexe et il n'y a plus grand monde qui s'y retrouve. Merci beaucoup, Rodolphe. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on voit, vous avez parlé d'hiatus, c'est qu'on voit cette cassure entre les grandes entreprises d'un côté et puis les PME, voire peut-être même les ETI de l'autre. Alexis, ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, ce périmètre-là d'entreprise des fonds de private equity que vous représentez à travers France Invest. Est-ce que vous avez une idée de la pénétration de ces outils de partage de la valeur dans les entreprises PME, ETI soutenues par des fonds ? On imagine qu'elles sont meilleures de la classe que leurs pairs non soutenus par des fonds. J'ai envie de dire mécaniquement oui, mais je crois que Rodolphe a expliqué aussi pourquoi. C'est que historiquement, c'est venu beaucoup de la mise en place de dispositifs de management de package qui ont contribué à la diffusion d'instruments à un cercle quand même assez limité de dirigeants au sein des entreprises. Notre point de vue, c'est pas le vrai partage de la valeur. Le vrai partage de la valeur, c'est un partage très large, un grand nombre de salariés. Alors 100%, ça peut parfois être compliqué, mais c'est pas ça qu'on cherche à obtenir aujourd'hui. C'est pas ça que l'ANI cherchait à transformer. Donc voilà, il reste quand même encore un petit peu de travail. Malgré ça, quand on regarde statistiquement, alors je n'ai pas de chiffres hyper fiables à vous donner, nous on a une population de 10 000 entreprises accompagnées, il y en a 8 000 en France, c'est des chiffres qui sont frais de ce matin, petite minute publicité. Et c'est passé plein de choses ce matin, vous avez vos chiffres, Sandra a closé un deal, c'était vraiment... grosse journée. Grosse journée. Mais voilà, on voit que les dispositifs d'AGA, donc d'actions gratuites, de BSA, de FCPE, sont quand même légèrement plus utilisés que dans le reste de la population, si je m'en tiens aux chiffres que Rodolphe évoquait tout à l'heure. Donc on joue quand même un rôle d'aiguillon comme fonds vis-à-vis de ces entreprises-là pour les convaincre, les inciter. Et voilà, derrière, c'est quand même des sujets d'alignement d'intérêts avec les salariés. Et c'est vrai que quand vous parlez de la transposition de l'ANI qui a donné lieu à cette loi, en amont de cette transposition, vous avez aussi poussé France Invest une charte non-binding d'engagement volontaire de vos membres pour faire les best efforts pour partager la valeur. Ça montre, ça cristallise quand même ce rôle d'aiguillon en disant c'est dans la culture quelque part du private equity de partager, déjà peut-être avec un cercle restreint, mais d'aller au-delà. Je crois que le fait que les fonds aient un rôle aussi particulier vis-à-vis des entreprises qu'ils accompagnent, que ce soit en minoritaire significatif ou en majoritaire, fait qu'on a une certaine responsabilité aussi de faire bouger les lignes sur ce champ-là. Enfin, je pense que Candice expliquera de son point de vue à quoi ça ressemble, mais on a une vraie responsabilité par rapport à ces entreprises. On doit aller au-delà des cercles de direction qui sont aujourd'hui très bien couverts, voire très très bien couverts, et pour toucher tous les salariés. Donc effectivement, nous, on a fait ce travail de mobiliser une grande partie de notre communauté pour se saisir, avant que la loi le fasse, des instruments disponibles, de les pousser, de faire œuvre de pédagogie, parce que bien souvent, ce n'est pas qu'une question d'obligation ou d'engagement, c'est aussi de savoir expliquer et pousser les choses auprès des dirigeants. Je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc voilà, on a essayé de faire ça, et puis c'est aussi parce que les acteurs du private equity sont en capacité de parler à ces dirigeants et de leur pousser ces idées.
Merci beaucoup Alexis. Alors on va justement se pencher sur un exemple, celui d'Ardian. Candice, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes un vrai pionnier chez Ardian dans cette logique de partage de la valeur. Je crois même comprendre que ce partage, ça a été la pierre angulaire de votre démarche responsabilité en 2008. On parle donc d'il y a 15 ans. Oui. Vous deviez vous sentir un peu isolé dans cette démarche à On l'époque. s'est senti un petit peu isolé. On a eu, je pense, raison un peu tôt. Effectivement, le partage de la valeur, ça a été pour nous le point de départ de notre démarche d'investissement responsable et de développement durable d'une manière plus large. Quand Dominique Sénéquier, notre présidente et fondatrice dès 2007, a poussé pour la généralisation dans l'industrie du capital investissement de la redistribution d'une partie des plus-values à l'ensemble des collaborateurs. Alors effectivement, à l'époque, ça n'a pas fait recette. Nous, on a persisté sur ce sillon-là, et juste pour donner un chiffre, depuis 2008, on l'a mis en œuvre dans 45 entreprises. Donc il y a plus de 33 000 salariés qui ont bénéficié d'une redistribution d'une partie de notre plus-value. Et ça représente des montants de 1 à 6 mois de salaire pour les salariés. Je pense que, pour rebondir sur ce que disait Alexis, je pense qu'effectivement, dans le capital investissement, on est quand même dans une situation qui est assez privilégiée pour avancer sur ces sujets-là. D'abord parce qu'on accompagne beaucoup de petites, de moyennes entreprises, où je pense que la dimension humaine de ce qu'est l'aventure collective de l'entreprise, elle est quand même très très palpable. Quand on investit dans des entreprises, on investit beaucoup dans des dirigeants de grande qualité, dans leurs équipes. Donc c'est assez intuitif de comprendre que la réussite du projet de développement qu'on porte en tant qu'actionnaire avec les dirigeants, elle est conditionnée par la mobilisation du corps social. Ça, c'était le fond de notre réflexion en 2007, au-delà du fait qu'il y a une question tout simplement de justice, de rendre à ceux qui ont contribué une partie de leur effort. Puis, ce qui m'a frappé aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment dans un changement de paradigme. On le voit sur les enjeux de la transition climat, on commence à parler des limites planétaires, on en parlait tout à l'heure avant de rentrer dans la salle. On est dans un contexte de raréfaction de la ressource physique. On parle des problèmes d'eau, de l'accès aux matières premières, etc., qui secouent déjà les modèles opératoires, les modèles d'affaires des entreprises. Mais on est aussi dans un contexte de rareté de la ressource humaine. On a parlé des enjeux de compétences. Et dans ce contexte-là, et nous on le voit dans beaucoup d'entreprises qu'on accompagne, leur croissance, elle est aussi conditionnée par la capacité à attirer des bons talents, à les retenir. Dans les moments de crise, à les mobiliser. On l'a vu avec le Covid, les entreprises qui ont le mieux passé la crise, ce sont aussi des entreprises qui ont su adapter leur organisation, mobiliser leurs collaborateurs. Pour tout ça, le partage de la valeur, c'est un outil formidable. C'est un outil vertueux et formidable. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé une fois encore votre vision et votre engagement sur ce sujet de partage de la valeur. Merci beaucoup.